Ma naissance. Le jour où je suis née fut un jour de tumulte. Le flot populaire battait le mur et envahissait la cour de la maison où je venais d'entrer, au bruit du tam-tam et des applaudissements, comme appris à dire mon oncle Georges de Nice, de mes oncles les plus taquants. Mon père venait d'être élu député pour la première fois. Les blancs triomphaient des rouges. Ses électeurs, vociférants, exigeant sa présence au balcon. Il y fut heureusement sans moi. Le temps était très froid, il neigeait. L'enthousiasme des partisans s'inscrivait dans les comptes réglés par la caisse du parti. Les élections étaient libres. Mon père ne s'offrit qu'un instant à l'acclamation des foules. Les vieux balcons de fer rouillé alourdis par la neige n'étaient pas solides. La spontanea, c'est ainsi qu'on nommait entre soi, la claque dont le rôle était un peu celui du cœur antique, présageant les malheurs, se dispersa d'elle-même lorsqu'on sut que la jeune femme de l'élu venait de mettre au monde un enfant et que le bruit l'importunait. Ma mère me confessera combien cette première élection de son mari à la Chambre des députés l'enavra. L'événement mettait fin à son plus cher espoir. La chaire au Collège de France acceptée, le retour à Paris devenant définitif. Adieu à la date si heureuse. Un incident qui me fera compter éclaire d'une lumière curieuse ce jour de ma naissance. L'accoucheur de ma mère dut passer pour s'en aller par la porte du service. Il n'était autre que le gendre du chef des Rouges, le vieux Bretiano, qui venait d'être renversé. Il risquait d'être reconnu. Il pouvait être hué. C'était un transfuge, le pauvre homme. Il s'appelait le docteur Constantin Cantacuzène. Pour comble, la maison où je suis née s'appelait aussi la Casa Cantacuzène. Mon père l'avait louée à son ami le docteur Jean Cantacuzène, l'élève de Pasteur, très peu parent de l'autre, mais portant le même nom, illustré à Byzance par 3 empereurs dont les descendants étaient alliés avec le phénix. Je naissais porphyrogénète dans un monde où le porphyre n'était plus employé pour bâtir. La Casa Cantacuzène a disparu comme un décor de théâtre dans une trappe d'opéra. La place qu'elle occupa sur la face de la terre est restée la même, marquée jusqu'à ce jour par un arbre poussé à travers les pierres, un vieil acacia tortue qui, plongeant ses racines derrière la grille d'entrée, se projette en avant et lorsqu'il fleurit, laisse tomber moitié sur la cour pavée, moitié sur le trottoir et plus loin dans la rue sa neige parfumée. Cet arbre extravagant, affranchi des lois de l'alignement, si peu respecté dans cette ville, a survécu comme par miracle. Moi, toujours tremblant pour les jours qui lui restaient à vivre, toujours craignant la disparition de ce témoin à chaque retour, je m'étais attaché à lui davantage. Mon humble maison natale, tout simple et carré, cette vieille maison honnête aux gros murs de briques, badigeonnée de chaux avec son toit de zinc et ses gouttières percées, ornée en hiver de stalactites de cristal qui m'éblouissaient, avec son perron de pierre tout de guingois, aux marches si hautes, avec son montoir pour se mettre à cheval, et ses grattoirs pour se décrotter de droite et de gauche, avec son petit balcon donnant sur la cure de l'acacia, aussi mal pavé que l'était la cour des écuries, fut jetée bas, sans pitié, et remplacée par une autre, infiniment plus laide, en fausse pierre de taille, de style faux Louis XV, résumé de toutes les prétentions parvenues à ses nouveaux maîtres, ce qui, en architecture, ne pardonne pas. La terre où je suis née, attachée aux racines de l'acacia, au pan un écriteau imaginaire placé par moi avec une flèche indicatrice, est restée la même. Elle se trouve avant un terrain vague sur la voie principale. Notre Via Appia, l'avant-dernière dans la rang désordonnée des logis de boyards, sur la taille historique de cette ville qui portait depuis 1687 le même nom, Podul Mogoșoaia, remplacé officiellement depuis 1877 par le nom qu'elle avait quand je suis née, Cala Victorie. Mais il est toujours préféré par ses anciens habitants comme un nom plus chargé de sens, devenu plus aimé depuis qu'il était secret. Je naissais donc en route vers Mogoșoaia. Le premier baiser. Le calme de mon premier crépuscule sur la terre est tombé sur la maison avec la neige qui rend le silence des nuits si pur, après que les acclamations des électeurs eurent cessé, après que l'accoucheur se fut enfui. Quelqu'un s'est approché
de mon berceau. Quelqu'un m'a touché. 6 ans plus tard, à peine plus tard, au bord du lac de Lucerne, dans un jardin, quelqu'un me parlera. Je suis la première personne qui t'a embrassé dans ton berceau. Le savais-tu? Ta mère te l'a-t-elle dit? Cette salutation m'est faite par une femme qui est à présent ma belle-sœur, si belle que le temps semble avoir renoncé à l'atteindre. Elle s'est appelée Jeanne de Beaufremont, de Lissonnet, de Courtenay et autres lieux. Elle est la descendante de Louis le Gros, roi de France, et de celui de ses petits-fils, qui deviendra empereur de Constantinople. Elle est aussi la descendante de Montcade, vice-roi espagnol de Sicile. Elle est encore l'arrière-petite-fille d'une déesse qui s'est appelée un temps Madame Tallien. Elle est princesse du Saint-Empire romain germanique, grande d'Espagne et dame de la Croix étoilée en Autriche. Elle est la descendante de Napoléon, par la grâce d'Émilie de Pellepras, née le roi, la fille d'un libraire de Lyon. Elle a tous ces titres-là et d'autres encore, mais pour avoir été l'amie de ma mère, elle n'en a qu'un an. Qu'il fallait qu'elle fût française. Elle l'était, voire Lorraine. Elle pouvait prétendre à l'être, même après qu'elle ait épousé un prince italien. Jeanne fut la Sibylle et la fée venue pour me jeter un sort. Elle représentait dans cette Provence perdue de l'Empire où la passion de sa mère l'avait égarée toutes les magies de la nymphe en fuite, et toujours poursuivie à travers les méandres du sang. Née au château de Ménard, près de Blois en France, sœur de Georges Valentin qui sera mon mari, elle a effleuré mon front de ses lèvres avant même que l'eau du baptême le touchait. L'horoscope. La nuit qui suivit ma naissance, j'imagine que mon horoscope a été tiré, non pas dans la chambre de ma mère, mais dans les cuisines où des vieilles romanichelles, d'anciennes esclaves, étaient employées pour étamer les chaudrons, et par les fieuses de Kenouï dans les villages du Bas-Danube, de la Haute-Moldavie et de la vallée de l'Olt. Partout, notre famille dépossédée, mais encore possédante, se trouvait intéressée l'imagination populaire par sa fortune et plus encore par ses infortunes. Les Pâques au travail, on parlait. Elle naîtra la plus faible, mais elle sera la plus forte. Elle survivra de ses 2 aînés. Elle survivra aussi à ses cadettes, à celles qui la suivent de près comme à celles qui la suivent de loin. Elle est entourée de beaucoup de morts, mais elle les fera vivre à ses dépens. Elle n'habitera jamais longtemps le même pays, la même ville, et dans la ville, la même maison. Partout, elle se sentira attachée. De partout, elle sera arrachée. Rien ne pourra l'arrêter ni la retenir. Aucune barrière de temps ni d'espace, aucune porte fermée, ni la longueur des routes, ni l'épaisseur des murs, ni l'inviolabilité des tombeaux. L'air, l'eau, le feu la laisseront passer. Où va-t-elle? Ne lui demandez pas, car elle le sait. Elle va droit à toutes les guerres, et par la guerre, à toutes les révolutions. Sa science ne vient pas d'elle. De tout ce qui lui arrive, elle se tiendra responsable. Pour l'avoir regardé de ses yeux, le fils d'un empereur a su que son père et tous ceux de sa nation seraient engloutis. Elle le savait avant lui. Elle a regardé la Gorgone en face. Elle a compris ce qui allait arriver. Elle n'a plus la signature. Mais ceux qui l'auront vont signer et contresigner leur perte en la prenant pour témoin de toutes les déclarations qu'ils ont faites à contre-cœur, malgré eux, malgré elle. Placées au cœur des choses qui finissent, ces choses finiront sans elle, et ne l'entraîneront pas dans leur chute. Toute la touche et rien ne l'attend. Elle sera aimée de plus d'hommes qu'il n'en faut au bonheur d'une seule femme. Elle n'en pourra aimer qu'un seul sans remords. Elle en aimera plusieurs par regret. Faite pour vivre et pour faire vivre. Comme la plus jeune des Danaïdes, elle se tournera vers ses sœurs, épuisée par l'effort inutile, et leur dira « Mes sœurs, si nous recommencions ?» Celui qu'elle aime pourra la délaisser sans jamais pouvoir la trahir. C'est elle qui rendra, par sa constance, le divorce impossible au fils de la femme par qui le divorce est entré dans les lois, après être entré dans les mœurs. Le mariage indissoluble aura reçu d'elle cette consécration secrète par quoi sa vie entière reste engagée.
signe de contradiction placé au centre du conflit, ayant sans cesse à choisir entre le bien et le mal. Elle ne cessera d'être en danger au contact d'un monde qu'elle traversera comme en se cachant, protégée par des armes invisibles. Elle amassera d'immenses richesses en aimant ce qui n'est pas à elle, ce qui n'est pas d'elle, ce qui n'est pas pour elle. Ces trésors seront inaliénables, les ayant acquis par amour. C'est pourquoi, perdant toujours ce qui fut à elle, rien ne pourra l'appauvrir. Aimant son prochain plus que son prochain, ne pourra l'aimer. Indifférente aux divisions, traversant les cloisons étanches comme un rêve, ne tenant compte ni des frontières du temps, ni des frontières de la mort, ni des divisions factices, rien ne pourra intercepter son regard intérieur. Admonesté par les uns, suspecté aux autres, questionné par tous, on lui demandera « Qui êtes-vous » Sa seule réponse sera « Je suis un autre ». Vous ne ressemblez pas à votre légende, dira quelqu'un. Mais je n'ai pas de légende. Elle a une citoyenneté, celle qu'elle a choisie. Elle n'aura jamais de nationalité. Toutes ses allégeances seront volontaires, consenties par elle et respectées. Elle aimera d'un amour qui dépasse l'amour propre des pays, des gens, des choses qui n'aiment qu'eux-mêmes et s'entre-détesteront tout le temps qu'il faudra pour en revenir de la guerre à la paix et inversement. Elle s'étonnera toujours, voyant les ennemis d'hier se rechercher, partager les mêmes voitures et les mêmes honneurs, que ce soit toujours après et jamais avant. Osant, elle inspirera une confiance infinie. C'est pourquoi d'autres se méfieront d'elle. Schismatique, hérétique, traître, séductrice, papiste, convertie, fleur de mal, puissance du mal, danger public dissidente, renégate, cachant son jeu, se réservant, ceinturant de mystère, ne donnant pas d'explication, imprudente ou trop prudente, poursuivant des fins inconnues, inavouables, jamais avouées, étrangère, étrangère, étrangère à chacun comme à tous, venue d'ailleurs, aimant ailleurs, allant ailleurs, trahissant ceux qui l'ont aimé sans jamais se trahir, infligeant à ceux qui l'ont haï démenti sur démenti, sans vouloir rien prouver. Fidèle à ceux qui l'ont aimé malgré elle, accusée quelquefois, accusatrice jamais. Interprétée, elle interprétera. Elle est faite pour cela. De là vient que ces interprètes seuls la comprendront, mais chacun pour soi. Quand tous les guerres qu'elle n'aura pas su conjurer accueront vers elle en rugissant, l'image qu'elle s'est faite d'elle-même ressemblera au conte de la fille de l'éclusier de Harlem. Une enfant a vu en songe le trou dans la digue par où la mère allait entrer. Elle court jusqu'à la digue, et de ses deux malheureux piments, elle s'efforce d'aveugler le trou. Elle appelle son père au secours, mais l'éclusier dort et n'entend pas la voix de sa fille. Et la mère entre, et tout le pays disparaît. À la fin de l'histoire, la colombe s'envole, qui s'était posée un instant sur le toit, avant de rejoindre l'arbre.